La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non l'événement qu'on pourrait jamais résoudre qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça se joue. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Selena a 13 ans et vit une vie classique d'adolescente qui se cherche. Et les choses ne vont pas s'améliorer. D'abord avec le divorce de ses parents, mais aussi parce qu'elle reçoit un jour un SMS du frère d'une de ses meilleures amies. Il lui dit qu'elle est à l'hôpital et que ça ne va pas. S'ensuit un mélange de panique et d'incompréhension. Et quelques jours plus tard, le 14 février 2011, Selena apprend le décès d'Audrey. Audrey avait des problèmes cardiaques et Selena lui a partagé sa passion de l'équitation. Ça a été la source d'un fort sentiment de culpabilité. Selena a dû se poser beaucoup de questions et mettre des mots sur ce qu'elle vivait pour avancer et trouver la force de vivre avec ce deuil, tout en se demandant comment aurait été sa vie si Audrey était toujours vivante. Cette épreuve a donné une vraie force à Selena. Elle connaît l'importance de la vie et de dire ou faire les choses pour ne pas regretter. Même si elle voit ce passage de sa vie avec de la tristesse, elle est aujourd'hui apaisée par rapport à cette épreuve qui fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et comme elle le dit, c'est pour ça qu'elle nous raconte son histoire. Bonne écoute. Salut Selena. Salut Thibaut. Merci beaucoup de venir chez moi. D'habitude, je me déplace, mais là, c'est toi qui as fait le déplacement pour la deuxième fois. Cette fois, on arrive à enregistrer, c'est Exactement. chouette. Merci pour ta confiance pour venir dans Histoire Kintsugi. Avec plaisir. Et avant qu'on se lance dans l'épisode, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Alors, je m'appelle Selena, j'ai 27 ans. Je suis de région parisienne initialement, mais je vis à Bordeaux depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ok. J'ai un chat qui s'appelle Jacques et je travaille en tant que consultante dans une agence de conseil en marketing et communication spécialisée dans tout ce qui est industrie agroalimentaire. Ok, trop chouette. Tu le sais, dans Histoire Kintsugi, à chaque fois, je demande à mes invités de réfléchir à un objet qui va illustrer notre discussion. Quel objet tu as choisi ? Alors, il fallait bien que quelqu'un le choisisse à un moment, mais j'ai choisi le dermographe. Ok. Parce que, un peu comme toi, j'ai pas mal de tatouages sur le corps. Je pense que j'en ai un peu une dizaine. Et en fait, je trouve que le tatouage, c'est un moyen d'exprimer certaines étapes de la vie. J'y réfléchissais dans la voiture en venant et je me suis dit que quand on a un accident dans la vie, souvent on a une blessure, on a une cicatrice et on voit l'évolution de la cicatrisation justement. Donc on voit qu'on va mieux, qu'on se sent mieux, qu'on a moins mal, etc. Et pour moi, le tatouage, c'est un peu la cicatrice de l'âme. C'est-à-dire que tu choisis déjà à quoi elle va ressembler, mais ça permet aussi de marquer certains événements de ta vie. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai certains tatouages sur des parties de mon corps. Bon, ça a aussi des vertus ornementales, on va pas se mentir. Mais voilà, le dermographe, je trouve que ça sera mon objet. Okay. C'est pas mal. Je peux que être d'accord avec cet objet, évidemment. Comprendre en tout cas ce que tu racontes. Tu parles de moments de ta vie et ça va être l'objet de notre discussion aujourd'hui. Écoute, je te laisse nous parler de ton histoire. Je sais pas trop par où commencer, mais on va commencer par le début du coup. Donc je suis née en région parisienne, dans une petite bourgade du 91. Et j'ai aussi un petit frère qui maintenant a 24 ans. Et en fait, on a eu une première épreuve tous les deux de la vie qui est le divorce de nos parents. Donc on a un père, comment le qualifier, plutôt défaillant, je dirais,
Ce qui fait que forcément, le couple battait de l'aile depuis plusieurs années. J'ai appris plus tard qu'en fait, mon père avait trompé ma mère pendant plusieurs années alors qu'on était tout petits. Enfin bref, des sombres histoires sous le tapis qu'on n'a pas envie de déterrer, quoi. Mais il s'avère que ces histoires ont fini par se déterrer et ont conduit au divorce de mes parents. Et s'en est suivi des années de conflits avec le paternel. Ok. Donc en fait, avec mon petit frère, on a vécu principalement avec ma mère. Famille du coup monoparentale. La relation avec ma mère, en réalité, ça a toujours été très fusionnel. Donc voilà. Et en fait, donc on était jeunes, hein, moi j'avais 13 ans, mon frère en avait 10 lors de ce divorce. Et en fait, à la suite de ça, j'ai une de mes meilleures amies qui est décédée. Ok. Donc j'avais 14 ans. C'était 1 an quasiment après le divorce de mes parents. Donc on n'a pas eu le temps de se remettre de cet événement-là, qu'il y en a un deuxième qui est arrivé. Et elle avait 16 ans à l'époque. Ok. Donc elle était aussi très jeune. Donc gros chamboulement dans la vie, je pense. Surtout quand t'es adolescent, 14 ans en plus, c'est l'âge un peu ingrat. T'es un peu dans ta phase de rébellion, tu te cherches, tu sais pas trop qui t'es. Le collège, c'est horrible, tout est horrible, tes parents sont horribles, enfin voilà. Et là, j'ai constaté que la vie pouvait être horrible aussi. Ça pouvait être pire. Ça pouvait être pire, donc ça a permis de relativiser sur beaucoup de choses, mais à cette époque-là, j'étais pas heureuse de l'apprendre, quoi, évidemment. Et donc voilà, en fait, après ça, donc il y a eu une phase assez longue de deuil, à la fois j'étais encore dans la phase de deuil de la relation de mes parents, du mariage, même on peut aller jusqu'à même ma vision du couple, etc. J'ai dû faire le deuil de cette amie-là, qui a été très brutal parce que le décès a été très soudain. Ok. Et après ça, la vie a suivi son cours et je me suis dit, impossible que j'ai plus mal que ça. Ça n'existe pas et il s'avère que j'ai raison parce que je n'ai pas réexpérimenté ce genre d'événements qui s'enchaînent comme ça, horribles. Ouais. Si on revient un petit peu sur cette amitié, est-ce que tu peux nous dire un peu, puisque vous avez 2 ans d'écart, tu disais. À l'époque, on avait 2 ans d'écart. Je sais pas, nous parler un petit peu de cette amitié, Ouais, comment ça s'est fait. Alors, cette amie, je l'ai rencontrée plusieurs années avant parce qu'on se connaissait déjà en primaire. Donc, je pense que je devais avoir, 7-8 ans. 9 peut-être. En fait, nos pères, à l'époque, travaillaient. C'est pas vraiment travailler parce que c'était une asso, mais ils entraînaient des équipes de foot dans mon village. Équipes de foot dans lesquelles nos frères respectifs, qui avaient le même âge, jouaient. Donc forcément, au bout d'un moment, les chemins se croisent et on s'est retrouvés plusieurs fois dans le froid le dimanche parce qu'il y avait match, à gérer la buvette et des choses comme ça. Donc on est devenus amis comme ça. Nos familles étaient très liées parce que du coup, nos pères, fun fact, s'appelaient tous les deux Thierry. Donc forcément, ça rapproche quand on a le même prénom. Du coup, nos familles étaient très liées. Nos mères, aussi de ce fait, sont devenues très amies. Et donc, on faisait beaucoup de choses ensemble. Enfin, il y avait plein de dîners entre familles, on se faisait des week-ends, etc. Paradoxalement, on n'avait pas trop d'amis en commun. Donc, en fait, on avait une amitié qui était assez unique parce qu'on avait des cercles d'amis. Déjà parce qu'on avait 2 ans de différence, mais aussi parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes potes. On avait des cercles d'amis très différents. Ce qui faisait que, à l'école, au final, il y a très peu de gens qui savaient qu'on se connaissait. D'accord. On se croisait à la cour de récré, on discutait ensemble, mais nos amis n'étant pas amis, enfin bref, il y avait vraiment rien qui se croisait à l'école. On n'était pas spécialement proches à l'école. Mais en dehors de ça, moi je passais des week-ends chez elle, des vacances chez elle, elle venait chez moi. Donc on était extrêmement proches et ce depuis plusieurs années, puisque entre mes 8 et 14 ans, il s'en est passé des choses, quoi. Voilà. Que te dire de plus, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Et comment tu parlais de ce décès soudain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette amie-là, on va donner son prénom parce qu'elle a un prénom, elle s'appelait Audrey.
elle était née avec une malformation cardiaque. Ok. Donc déjà toute petite, elle a fait pas mal de séjours à l'hôpital, elle a eu pas mal d'opérations à ce sujet. Et d'ailleurs, ça se voyait et surtout ça s'entendait. Parce qu'en fait, elle avait, à force des opérations, elle avait les cordes vocales qui étaient abîmées. Comme elle a eu des opérations très petites, toutes les intubations, etc., ça abîme les cordes vocales, ce qui fait qu'elle avait une voix extrêmement voilée. Ok. Donc elle avait une voix très particulière. Et elle avait aussi une grosse cicatrice au niveau du thorax. Donc bref, elle avait cette malformation qui était réglée. Elle a grandi avec ça et en réalité, elle a pas... elle n'avait pas de problème en fait par rapport à ça ensuite. Et à un moment, je mets un peu de contexte, mais j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps. Donc de mes 6 à mes 18 ans ou 19 ans, je crois. Et en fait, je pense qu'avec ma mère, c'est une passion qu'on partage avec ma mère, et ben on lui a un peu transmis cette passion-là. Ok. Et en fait, on voit pas du tout le lien, mais il y a vraiment un lien. Enfin, maintenant, je mets des éléments un peu à la suite des autres sans grande logique, mais il y a vraiment un lien. Donc, on a commencé à emmener Audrey au cours d'équitation avec moi. Elle venait nous voir faire du cheval. Ma mère avait une jument à l'époque, et donc elle venait s'en occuper avec nous. Ok. Et je pense qu'on lui a un peu transmis cette passion, et elle a commencé à tanner ses parents pour faire du cheval et faire du sport, chose qui faisait extrêmement peur à ses parents, parce que mine de rien, déjà l'équitation est un sport, et ensuite ça peut être un sport qui est assez dangereux parce qu'il peut y avoir des chutes. Et donc ça terrifiait ses parents, mais en fait elle en avait tellement envie, et elle avait tellement envie de vivre comme une personne normale qui a envie de vivre de ses passions, qu'ils ont fini par accepter, et elle s'est mise à faire de l'équitation avec nous. Et en fait, je sais pas si ça a un lien ou pas, très honnêtement. Mais il s'avère que après plusieurs années, mais je pense que c'était pas tant que ça en vrai, j'ai pas le souvenir, mais après plusieurs années, mine de rien, elle a fait sa séance de cheval, et quelques jours après, j'avais son frère qui m'envoyait un message pour me dire qu'elle était à l'hôpital et que ça sentait pas bon. Et quelques jours après cette annonce-là, on me disait qu'elle était décédée, quoi. Et a priori, c'est quand même la malformation cardiaque il y a un truc qui a cédé. J'ai jamais eu trop l'explication, ou alors si je l'ai eu, je l'ai pas comprise parce que, encore une fois, j'avais 14 ans. Mais il y a eu un truc qui s'est passé avec son cœur, quoi. Ok. Comment tu le vis à ce moment-là? Déjà, la première annonce comme quoi elle est à l'hôpital et que ça se passe pas bien, et puis évidemment l'annonce du décès. La première annonce, je me souviens qu'à l'époque, j'étais chez mes grands-parents. Ma mère était en vacances, je crois. C'était une des premières vacances qu'elle prenait depuis le divorce avec mon père. Et donc, elle nous avait laissés chez mes grands-parents. Et en fait, je me souviens que juste avant ça, donc c'était le samedi qu'elle prenait ses cours, je crois. Donc Audrey m'avait envoyé un message pour que j'aille la voir à son cours d'équitation, et c'était l'hiver, on était en février, il faisait nuit très tôt, et c'était assez loin de chez mes grands-parents, et du coup ma grand-mère m'avait dit non, on va pas y aller, moi j'ai trop peur de conduire la nuit, etc. Je me souviens que j'avais le seum à ce moment-là parce que ça m'aurait fait trop plaisir d'aller la voir. Et en fait, les quelques jours qui ont suivi, j'ai eu cette annonce-là de son petit frère, du coup, qui m'envoie un message sans contexte. Vraiment, genre juste... je pense que lui, il était dans une espèce de chaos intérieur. Il m'a juste envoyé un message, « Audrey est à l'hôpital, ça va pas ». Et après, silence radio. Ok. Donc je comprenais pas, en fait. J'appelais ma mère, elle avait pas plus d'infos, elle appelait... Enfin bref, j'en ai suivi un peu un mélange de panique, d'incompréhension. Enfin, j'étais un peu perdue, pour être honnête. Je me souviens que j'en avais voulu à ma grand-mère parce que j'étais pas allée la voir le samedi. Ouais. Et après ça, franchement, il s'est écoulé pas tant de temps, hein, je pense quelques jours. Ma mère m'appelle. C'était le matin du 14 février 2011. Elle m'a appelée pour me dire que Audrey était décédée à l'hôpital. J'étais avec ma grand-mère à ce moment-là. Je pense que ma mère avait appelé ma grand-mère avant pour la prévenir. Il y avait mon petit frère aussi avec moi. Et j'ai assez peu de souvenirs de ce moment-là, à part juste la douleur.
vraiment très douloureux. Je me souviens que je savais pas comment extérioriser cette douleur. En fait, tu pleures, tu cries, enfin, il y a à peu près tout ce qui se passe dans ton corps et tu maîtrises absolument pas. Jusqu'à ce que tu sois tellement épuisé que tu ailles dormir, quoi. Mais je me souviens que c'était très violent comme moment, et surtout que ma mère était pas là avec moi à ce moment-là. Elle est rentrée tout de suite après. Enfin, juste, elle voulait que ce soit elle qui me l'annonce plutôt que je l'entende d'ailleurs. Ouais. Et après, trou noir. Ok. J'ai pas de souvenir de quand ma mère est arrivée. J'ai pas de souvenir de toute la suite. Enfin, vraiment à très très court terme, j'ai pas de souvenir. Je me souviens juste de ce moment où je pleure, où je dis à ma grand-mère, pauvre femme, je me suis excusée après, mais je dis à ma grand-mère que je lui en veux parce que j'ai pas pu aller voir Audrey au cheval 3 jours avant. Ok. Ma grand-mère, pauvre femme, en larmes aussi parce qu'elle me voyait souffrir et qu'elle pouvait rien faire. Mais après, il y a un petit trou noir où jusqu'à l'enterrement. Ok. Jusqu'à l'enterrement, j'ai aucun souvenir. Ok. Et quel souvenir tu as justement de l'enterrement ? Alors l'enterrement, je pense que c'était un de mes premiers. Parce qu'avant, il y avait certainement des très vieilles personnes dans ma famille qui étaient décédées, mais j'allais pas forcément aux enterrements parce que c'est quand t'es petit, en plus, c'est particulier comme ambiance. Donc déjà, c'est un de mes premiers enterrements. Moi, je connais pas du tout ce truc-là à l'époque. Avant ça, l'enterrement, il y avait... À l'époque, on mettait beaucoup de messages sur Facebook. Ça se fait un peu moins, mais je me souviens que il y avait beaucoup d'amis, de connaissances d'Audrey qui postaient plein de messages sur son feed Facebook. Et avec son meilleur ami, qui s'appelait Clément, enfin qui s'appelle toujours Clément d'ailleurs, on s'était dit qu'on allait récupérer plein de messages de ces gens-là, qui ne seraient pas forcément à l'enterrement, mais qui voulaient aussi lui faire hommage à leur manière, et qu'on allait lire ces messages-là pendant la cérémonie. Ok. Du coup, il y a eu une cérémonie à l'église. Et vient le moment où le prêtre nous appelle à l'hôtel, sachant que c'est l'église de mon village. Enfin, vraiment, c'est une zone que j'étais jamais rentrée dans l'église à l'époque. Ouais. Je me suis dit, c'est donc ça. Je vais plus y retourner du coup. Non, merci. C'est pas un super souvenir, ouais. Non, je ne suis plus jamais retournée du coup. Et donc le prêtre nous amène à l'hôtel avec du coup Clément. Nous amène pas du tout, il nous appelle. Et à ce moment-là, je ne sais quelle force m'a traversée. J'ai réussi à lire tous ces messages. Il y en avait vraiment beaucoup. J'avais 2 pages A4 de messages. J'ai lu tous les messages parce que normalement on était censé les lire à 2, sauf que Clément il n'a pas réussi. Il s'est effondré au moment où il est arrivé sur scène. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, si lui peut pas le faire, il faut absolument que ce soit moi qui le fasse. Parce que ces gens-là, ils ont aussi envie de rendre hommage à Audrey, et il faut qu'elle l'entende, en fait, tous ces messages-là. Parce que, mine de rien, Audrey, par sa particularité de voix, elle avait une voix spéciale, et elle a reçu beaucoup de moqueries quand elle était plus jeune, et même encore, même jusqu'à la fin, en fait. Elle avait pas beaucoup confiance en elle, comme à peu près 80% des ados à l'époque, mais elle n'avait pas beaucoup confiance en elle. Elle avait besoin de sentir qu'il y avait des gens autour d'elle qui l'appréciaient, etc. Et c'était ma manière à moi de lui montrer que il y avait grave de gens qui l'appréciaient et qu'elle était aimée et qu'elle sera toujours aimée, quoi. Okay. Donc j'étais trop fière de moi d'avoir réussi à faire ça. Je ne sais toujours pas par quels moyens j'ai réussi à lire tous ces foutus messages pendant plusieurs minutes, mais je me souviens que j'étais trop fière. Après, le reste de la cérémonie, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais juste que à la fin, ils ont voulu passer... ils ont passé d'ailleurs une chanson qui s'appelle « Vol » de Céline Dion. Je ne vous recommande pas d'écouter cette musique si vous êtes triste. Elle est extrêmement triste et en même temps très belle. Elle rend vraiment hommage aux personnes qui s'en vont un peu trop tôt et qui laissent beaucoup de personnes dans la peine. Mais en fait, c'est une chanson qui dit en fait à la personne qui s'en va, vas-y, t'inquiète, nous on sera là, on pensera toujours à toi, on t'aimera toujours, mais toi tu peux partir sereinement et tu peux finir ton voyage tranquillement, quoi.
Ok. Donc c'est une musique à la fois très belle et très triste. Mais bon, je l'écoute plus très souvent du coup, de temps en temps. Mais voilà, je me souviens de cette musique-là et je me souviens de la sortie de l'église où il y avait du monde. En fait, Forges-les-Bains, du coup, c'est là où j'habite, c'était un tout petit village. Et en fait, d'avoir autant de monde dans l'église, autant de monde à l'extérieur de l'église qui n'avait pas pu rentrer, c'était impressionnant. Et en fait, je me souviens que à la sortie de l'église, j'étais perdue. Il y avait énormément de foule. Toutes les larmes que j'avais contenues pendant la cérémonie sont sorties. Oh, j'étais complètement déboussolée et c'était rude. Vraiment un très très dur moment. De lui dire au revoir comme ça, c'était vraiment éprouvant. Et là, tu parles du fait que c'était éprouvant, que c'était un de tes premiers enterrements, en tout cas celui qui t'a le plus marqué à ce moment-là. Comment, qu'est-ce qu'on se dit à cet âge-là quand on a une amie qui décède alors que c'est pas du tout la logique des choses, même si elle a eu des soucis cardiaques tels que tu le décris, c'était pas la logique. Comment on se sent? Eh ben, pas très bien. Spoiler alerte, c'est pas ouf. Je recommande pas du tout. Écoute, déjà, on trouve... Enfin, moi, je me souviens que je m'étais dit que la vie était vraiment injuste. C'est parce que, comme tu le dis très bien, c'est pas normal d'avoir son ami qui décède aussi jeune, aussi brutalement. Donc, il y a un sentiment d'injustice. Il y a un gros sentiment de douleur. Parce que, en fait... c'est trop choquant, je pense. L'organisme, il est pas prêt à vivre un choc pareil. Et donc, la traduction de ce choc, c'est la douleur, instantanément. Et surtout, tu te dis, mais merde, quoi. Enfin, elle va être comment, ma vie après ? Parce que, mine de rien, cette personne, elle faisait vraiment partie intégrante de ma vie. Des trucs de tout con, tu vois, mais on était fan d'High School Musical. Je suis quasiment sûre que j'ai jamais re-regardé High School Musical après ça, tu vois. Tous ces petits trucs de la vie qui te font penser à cette personne et qui te disent ah bah au fait elle est plus là. Vraiment je pense qu'une personne n'est prêt à vivre ça, vraiment. Et encore moins quand on est jeune, et encore moins quand c'est un enfant qui part, parce que bah à 16 ans t'es un enfant, quoi. Bien sûr. Donc injustice, douleur, incompréhension, vraiment terreur, quoi. Et t'avais du soutien à ce moment-là? J'avais beaucoup de soutien. Déjà ma mère. Ma mère qui vivait le même deuil que moi, du coup, parce qu'elle était aussi très proche d'Audrey. Mais ma mère a été une femme extrêmement forte, même encore maintenant. Et dans toutes les épreuves de la vie, elle a toujours été là. Et donc, là, elle a été incroyable. Mes grands-parents, parce ils appréciaient aussi beaucoup. Enfin, quand je dis qu'elle faisait partie de ma vie, c'était vraiment... Elle connaissait toute ma famille. Et moi, je connaissais toute sa famille aussi. Donc, ma famille a été d'un grand soutien. Mes amis aussi, qui la connaissaient. Ils ont été là comme ils pouvaient l'être, comme un ado peut être là pour ses potes. Tu sèches les larmes. En fait, il n'y a que ça que tu peux faire. Tu sèches les larmes et t'attends. Et je me suis sentie entourée, et c'était important d'avoir de la chaleur humaine et d'avoir des gens autour de moi. C'était hyper important. Oui, bien sûr. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que donc elle avait des problèmes cardiaques. Le sport, c'était pas forcément quelque chose qui était hyper recommandé de ce fait-là. Que tu l'as mise à l'équitation. Et on a évoqué un sujet quand on se préparait, dont j'ai aussi parlé dans mon épisode, c'est le sentiment de culpabilité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu ça? Alors effectivement, tu l'as très bien dit. Gros sentiment de culpabilité instantanément. Je sais que ça, pour le coup, lui, il a pas mis trop de temps à arriver. En fait, je me suis dit, c'est forcément ma faute. Si je l'avais pas emmené à l'équitation, si je lui avais pas dit que ma mère avait un cheval, si je lui avais pas foutu le cul sur un cheval, peut-être que elle serait encore là. Et en fait, ce sentiment m'a suivi assez longtemps quand même. Il s'avère que les médecins, en soi, ils étaient pas tant alarmistes par rapport à la pratique sportive, sachant que quand tu fais de l'équitation de manière très classique, quand tu fais vraiment pour le loisir, t'en fais tout au plus 2 fois par semaine.
Donc c'est un effort certes, mais c'est pas un effort tous les jours sur une très longue durée. Donc bon, ça allait quand même. Je rationalise énormément, chose que je n'ai pas faite à l'époque. Mais sur le moment, ouais, je me suis dit, en fait, c'est sûr que c'est ma faute et qu'elle serait encore là si je lui avais pas partagé cette passion. Enfin, si j'avais pas partagé cette passion avec elle. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, si ça avait pas été l'équitation, ça aurait été autre chose. Mais je me suis dit, putain, fais chier, quoi. Comment ça s'est passé de ce sentiment de culpabilité, qui peut être très pesant, à, en fait, ça aurait pu être autre chose et j'y suis pour rien. C'est quoi là un peu le processus, si on peut dire, par lequel t'es passé entre ces deux étapes? Alors, le sentiment de culpabilité, c'est un truc dont j'ai pas parlé tout de suite. Ok. Donc, je l'ai gardé un certain temps. Et puis, une fois, je pense que j'ai dû en parler à ma mère. J'ai dit, mais maman, je suis sûre que c'est à cause du cheval qu'elle est morte. Et ça, tu lui dis combien de temps après le décès? J'en ai aucune idée, mais il se passe quelques temps quand même. Enfin, je pense que ça se compte plus en mois qu'en années. Mais il se passe un petit moment quand même. Parce que je pense que moi-même, j'avais besoin aussi de processer ma réflexion, de mettre des mots sur ce que je pensais, sur ce que je ressentais, parce qu'on ne reconnaît pas tout de suite le sentiment de culpabilité. Hein. Et je sais pas, un jour, ça m'est sorti, j'ai dit à ma mère, mais est-ce que tu crois pas que c'est parce qu'elle a fait de l'équitation que son cœur, il a lâché? Ma mère, elle m'a dit, pas du tout. Elle m'a dit, tu t'enlèves tout de suite cette idée de la tête. Et donc on en a parlé, on a eu cette discussion où je lui ai dit, mais en fait c'est ma faute, tu vois. Et elle m'a dit, non, tu n'as rien fait. Si ça n'avait pas été l'équitation, ça aurait été autre chose. C'était une adolescente, elle avait besoin de vivre en fait. Et en fait c'est ça aussi la vie, c'est tu fais des expériences et tu sais pas en fait quand est-ce que ta vie va s'arrêter, donc juste vis ta vie et tu verras quoi. Et après ça, moi, je m'en suis rendu compte aussi moi-même en grandissant, avec le temps, en y réfléchissant. On se dit, en fait, non, personne n'est responsable de ça. C'est comme ça, quoi. Au contraire, ma mère, elle m'avait dit, au contraire, sois contente de lui avoir fait découvrir ça parce que elle a pu faire du sport, elle a pu découvrir une nouvelle passion et elle a adoré ça. Ouais. Et elle l'a partagé avec toi et vous avez vécu des moments géniaux. Donc, sois contente, en fait, d'avoir partagé cette expérience-là avec elle. Et t'as réussi à rapidement changer de vision ou c'est quelque chose qui t'a pris du temps? Je pense que ça a été assez rapide. En fait, j'avais juste besoin d'entendre les mots de quelqu'un d'autre et qu'on m'aide à faire un peu le switch cérébral de c'est pas ta faute. Elle était malade. Toi, tu lui as offert une vie trop cool. Et il faut pas que tu culpabilises en fait parce que grâce à toi, sa vie, elle était un peu plus lumineuse. Et grâce à toutes les personnes qui étaient dans sa vie, évidemment, mais fallait pas que je m'en veuille, quoi. Ok. Tu m'as aussi évoqué dans la préparation, et tu l'as dit, enfin, tu l'as introduit tout à l'heure, le fait que ta famille et la sienne étaient très proches. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu des changements après le décès, justement. Ouais. En fait, donc après, les familles sont restées, nos familles, pardon, sont restées très proches pendant. Je pense que ça se compte en années. Mais pendant 2-3 ans, je pense. Et en fait, la mort d'un enfant, ça casse les gens. Enfin, ça casse les parents, évidemment, parce que c'est pas l'enchaînement naturel des choses. Et en fait, du coup, les parents d'Audrey n'avaient plus qu'un seul enfant. C'était le petit frère. Petit frère qui était très ami avec mon frère et en même temps, je pense qu'ils avaient une relation assez toxique parce que mon frère, à l'époque, était très... ce qu'on appelle le people pleaser, c'est-à-dire qu'il voulait absolument être aimé de tout le monde, plaire à tout le monde, avoir plein d'amis. Ce qui fait qu'il s'entourait pas forcément des bonnes personnes. Et en fait, donc le frère d'Audrey était, à l'époque en tout cas, j'ose espérer qu'il a évolué, mais il était très dans le rapport de force. Il voulait toujours dominer les gens, il voulait être le meilleur, il était hyper compète. Et du coup, il écrasait beaucoup mon frère. Ils avaient vraiment un rapport une relation un peu particulière. Et il s'est avéré qu'un jour, mon frère était encore au collège. Moi, je pense que j'étais passée au lycée. Et il y a eu une bagarre
En fait, il y a eu une bagarre. Le frère d'Audrey a tapé sur mon frère. Ok. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ils se sont juste tous les deux tapés dessus. Oui. C'est pas une manière de régler les problèmes. On a essayé de leur expliquer. Sauf que les parents d'Audrey ont pas hyper bien réagi. Enfin, je sais pas, genre, il y a eu grosse incompréhension entre les deux familles. Ok. Et ma mère, elle a voulu protéger mon frère, qui est son fils, et de la même manière, qui est totalement légitime, les parents d'Audrey ont voulu protéger leur fils. Sachant qu'ils le protégeaient énormément, parce que, normal, c'est leur dernier enfant. Oui. Et en plus de ça, à côté de ça, il y a eu un espèce de transfert qui a été fait sur ma personne, parce que, ils avaient plus de filles. Et moi, déjà, à l'époque, ils me considéraient comme leur fille, mais là, c'était vraiment, genre... c'était encore plus le cas. Okay. Ma mère l'a pas hyper bien vécu, du coup. Ouais. Et donc, c'était des gens qui prenaient beaucoup de place, et parfois peut-être un peu trop. Okay. Donc, en fait, il y a eu plein de petites cassures, je pense, au fur et à mesure des années. Et la dernière grosse cassure, c'était l'embrouille entre les deux frères qui se tapent dessus, et tout le monde, personne n'est d'accord. Donc, à la fin, on se dit, bon, merci, au revoir, quoi. Donc, ça s'est pas très bien fini. Ouais. Et depuis, on s'est plus adressé la parole. Et ça a un impact sur toi à ce moment-là par rapport à toute cette situation ? Ouais, de fou, parce que je perds mon schéma familial. Faut pas l'oublier, juste avant, j'ai mes parents qui divorcent. J'ai une relation très conflictuelle avec mon père. Ma meilleure amie décède. Et en plus de ça, il y a cette cassure avec sa famille, donc je perds ma deuxième famille. Ça fait beaucoup. Ouais. Sur le coup, ça fait beaucoup. En même temps, je comprends l'éloignement, et à l'époque, moi je suis le mouvement, hein, très honnêtement. Ouais. Mine de rien, après tu dis, il y a des gens qui meurent, hein, donc tant pis si on se parle plus, enfin, au moins vous êtes toujours en vie, quoi. Mais j'avoue que c'était pas évident, enfin vraiment, tu pètes un peu tout le schéma de vie que t'as de base, quoi. Et tu rencontres des nouvelles personnes, etc. Mais j'avoue que c'était pas évident, c'était pas facile. Ouais. Comment ça se passe ensuite, comment tu grandis avec ce schéma, tes parents donc, que tu as évoqué, et ce divorce qui est pas simple, le fait que tu perdes ta meilleure amie à ce moment-là ? Alors, j'ai envie de dire, on grandit comme on peut, hein. Ouais. Comme tout le monde. Je sais que il y a un truc qui m'a beaucoup aidée quand elle est décédée, c'est que je me suis dit, ok, si elle vit pas, toi tu vas devoir le faire. Et en fait, vis ta vie très fort, comme ça, tu regretteras pas de l'avoir vécu et tu pourras vivre pour elle. Enfin, en gros, j'avais cette réflexion de me dire, si elle vit pas, moi je vais le faire. Okay. Et je vais le faire pour elle. Okay. À côté de ça, du coup, il y a ce foutu divorce qui prend la tête de fou. J'ai fait plusieurs thérapies par rapport à ça, notamment vis-à-vis de la relation que j'ai avec mon père, évidemment. Et en fait, le sujet du décès de mon ami n'est jamais revenu sur la table. Okay. Mais parce qu'en fait, le divorce prenait trop de place, je pense. Le divorce et la relation conflictuelle avec mon père prenait beaucoup trop de place dans mon esprit, et je sentais que ce problème-là faisait un peu une boule de neige, en fait. Quand tu grandis, tu te rends compte, en fait, que tu as des casseroles qui traînent depuis des années et que tu peux pas avancer si tu règles pas ces casseroles-là. Oui. Là où Audrey, elle a pas laissé de casserole, elle a laissé une blessure, une fissure, mais c'était pas quelque chose qui m'a empêchée d'évoluer. C'est plus une douleur qui est un peu là tout le temps. Plus ou moins forte selon les moments de la vie, mais c'est juste une douleur qui est là et qui te rappelle que cette personne-là est partie et que elle reviendra pas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, j'avais le problème du divorce à régler. J'ai mis des années, hein. Mais bon, ça, c'est la vie. Donc j'ai mis des années à régler ce problème de divorce de parents, père défaillant, relation conflictuelle, etc. Et après, à côté de ça, j'avais en mode, kiffe ta vie, quoi. Kiffe ta vie, parce que elle pourra pas le faire. Tu m'as évoqué pendant la prépa à nouveau. Ouais. L'endroit où tu habitais par rapport à... Ah oui. Par rapport au cimetière. Oh punaise, oui. Alors, du coup, il s'avère que
Donc Audrey a été enterrée dans le cimetière du village, encore une fois un très petit village. Et j'habitais juste au-dessus du cimetière. Donc déjà ça c'est un peu glauque. Enfin tes voisins c'est des tombes quoi, de rien. Au moins ils sont pas bruyants. Bah non, c'est plutôt calme comme quartier. Et donc il y a eu une période où je passais devant le cimetière littéralement tous les jours. Et effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est quand même important. Il y a un petit rituel que j'avais instauré avec moi-même. C'était après les cours, je passais devant le cimetière, j'allais au cimetière et je lui racontais ma journée. Ça me faisait du bien sur le moment parce que j'avais l'habitude de lui raconter ma journée de manière générale, donc j'arrivais pas à l'arrêter sur le moment. C'était des moments un peu... c'était vraiment une pause dans le temps. Enfin, tu peux rester des minutes à parler dans le vide, c'est quand même... Enfin, vu de l'extérieur, c'est quand même particulier. Mais sur le moment, ça me faisait du bien. Et en fait, au fur et à mesure... donc ça a duré plusieurs semaines, je pense. Le rituel de tous les soirs, aller au cimetière. Je déposais des fleurs de temps en temps aussi. Je cueillais sur le chemin, parce que à la campagne, il y a des fleurs sur le bord de la route. Donc je cueillais des fleurs, je lui déposais des fleurs, etc. Ça a duré plusieurs semaines, jusqu'au moment où je sentais que ça devenait un peu, je dirais pas toxique, mais ça devenait un peu bizarre, parce que quand j'y allais pas, je culpabilisais. Okay. Et en fait, à la fin, ça devenait presque une obligation. Et en fait, je me suis dit, si ça devient une obligation, c'est qu'il faut plus le faire. Donc j'ai fini par arrêter de le faire. Et en plus, l'ambiance cimetière, c'est pas terrible pour le moral, on va pas se mentir. Ouais. Donc j'ai fini par y aller quand j'en avais besoin. Donc ça a fini par s'espacer, évidemment. Après ça, il y avait d'autres trucs que je faisais. C'était de penser à elle quand j'avais envie de penser à elle. C'est... Elle l'est toujours. Elle est très présente dans mes pensées. Je sais que quand j'ai des nouvelles expériences, que je découvre des trucs, que je me dis putain, ça aurait été trop rigolo qu'elle soit là et on aurait pu grave déconner. Et voilà. Et en fait, maintenant, c'est plus une pensée que j'ai pour elle très régulièrement. Il y a aussi un truc, quand elle est décédée, très rapidement, je me suis dit, ok, mon premier tatouage, ça sera avec elle. Ça sera par rapport à elle. Je l'avais déjà dessiné, vraiment, à 14 ans, t'as pas le droit de te faire tatouer parce que tu n'es pas majeur. Mais à mes 18 ans, je me suis fait un tatouage dans le dos, payé par ma mère. C'était son cadeau. Okay. Ouais. Ma mère, elle m'a dit, je sais à quel point c'est important pour toi et je veux participer à ça. Donc, je pense que c'était le jour de mes 18 ans, on est allé chez le tatoueur et on a fait le tatou. Le tatouage, c'est ses initiales, avec des oiseaux. Il y en a 11, qui remontent en fait jusqu'à la nuque. Et donc, je le vois pas toujours. J'ai tendance à l'oublier d'ailleurs, et en fait, ça me fait plaisir à chaque fois. Parfois, je le vois, je me dis, oh, c'est vrai, t'es là, toi. Pourquoi 11 oiseaux ? Alors, c'est un pur hasard. Ok. En fait, le tatoueur, moi, j'avais fait un espèce de croquis. Je lui ai dit, là, tu vois, je veux qu'il y ait un oiseau qui parte d'une des lettres et après, l'oiseau, il s'envole, quoi, parce que, elle aussi, elle s'est envolée, donc je faisais le vol des oiseaux par rapport à ça. Et en fait, le mec me tatoue et tout, il me dit, il y a un endroit où il manque un oiseau, est-ce que je peux le rajouter ? Je dis, ouais, fais-toi plaisir, vraiment, c'est toi qui décides. Et donc, je me retrouve avec 11 oiseaux. Et en fait... parce qu'on aime bien faire des liens entre les significations des tatouages, etc. Il s'avère que elle est morte en 2011. Okay. Donc il y avait ce petit chiffre qui me faisait un petit rappel à la date aussi. Ok. Il y a une autre chose qui m'a marqué dans la discussion de préparation, parce que moi, on se l'est dit, l'épisode on l'enregistre entre autres parce que tu as écouté l'épisode où je parle de ma situation et tu t'es dit tiens, en fait ça vaut peut-être le coup de parler de la tienne. Ouais. Et on a parlé de la peur d'oublier la personne qui est décédée, de comment on vit ça. Ouais. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissée, parce que je me dis que les gens qui meurent, s'ils sont oubliés, ils meurent pour de vrai.
Enfin, on ne meurt pas pour de faux, hein, mais vraiment, s'ils sont effacés de la mémoire des gens, ils disparaissent littéralement de la surface de la Terre. Et donc, je me suis toujours dit, punaise, mais si je l'oublie, c'est horrible, c'est catastrophique. Donc, c'est source d'angoisse, même encore maintenant, je pense. Ok. Pas une aussi grosse angoisse que sur le moment, mais c'est vrai que je me dis, oh, là, si j'oublie, c'est chaud, quoi. Donc, c'est une source d'angoisse. Et je sais que elle avait une voix particulière. Et en fait, cette voix-là, c'est son identité et je m'en souviens encore. Okay. Paradoxalement, je m'en souviens encore. Je me souviens de son rire, qui était aussi... C'était son rire, quoi. Et je pense que ça m'a suffisamment marqué pour que je m'en souvienne. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas trop la culture du selfie, mine de rien. Ça n'existait pas. On prenait des photos, mais déjà c'était des photos dégueu, faites avec les webcams et Messenger et tout, horrible. Et en fait, moi, à cette époque-là, j'avais pas d'appareil photo, rien du tout. Donc finalement, j'avais très peu de photos d'elle. Et c'est elle qui avait toutes nos photos, et l'appareil photo a disparu. Je sais pas où il est. Donc en fait, tous mes souvenirs visuels que j'avais avec elle tombaient. Vraiment, c'est comme s'ils étaient au fond d'un océan, quoi. Et en fait, j'ai une seule photo d'elle. Et cette photo-là, je l'ai avec moi sur mon téléphone. Donc là, c'est le drame, si je perds mes données. Mais peut-être que je vais l'imprimer, du coup. Oui, ça vaut peut-être tout bien réfléchi. Mais j'ai une seule photo d'elle et je me souviens assez bien de son visage. Donc je pense que si ton cerveau veut se souvenir, il arrive à le faire. Il faut le muscler. Hein. C'est un muscle, le cerveau, donc il faut l'entraîner. Mais c'est vrai que ça fait toujours peur de se dire en fait je grandis, il m'arrive d'autres choses dans la vie, je rencontre d'autres personnes, des nouveaux visages à retenir, et en fait moi ce visage là et cette voix là je l'ai jamais oublié, quoi. Ouais. Et à ton avis, on n'aura jamais on pourra jamais valider cette réponse, mais comment aurait évolué votre amitié? C'est une question que je me pose très souvent. Je sais pas si on serait encore copines. J'aimerais, et je pense que c'est mon scénario et que je décide qu'on serait encore copines, parce que qui peut décider à part moi? Donc je pense qu'on serait encore copines, peut-être pas aussi proches que comme on était quand on était petites, mais je pense que ce serait le genre d'amitié qui est pas toujours présente avec toi, parce que moi je suis à Bordeaux maintenant, elle aurait été en région parisienne, à Lyon, j'en sais rien. Ouais. Donc on serait pas forcément physiquement proches, mais tu sais, je pense que ça serait le genre d'amitié où quand tu retrouves ton pote d'enfance, c'est comme si tu l'avais quitté la veille, quoi. Je pense que ce serait ce genre d'amitié parce que c'était déjà tellement fort quand on était petite qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas aussi fort maintenant et que ça soit cassé aujourd'hui, quoi. Donc je me plais à espérer qu'on serait encore amis et que on serait vraiment les vieilles potes qu'on retrouve à des événements de famille ou des trucs comme ça, en mode « Ah punaise, mais en fait, on s'est vu avant-hier, alors que ça fait 2 ans que tu les as pas vus. » Je pense que ce serait ce genre d'amitié. Ok. T'as vécu plus longtemps sans elle qu'avec elle? Ouais. Ça fait bizarre de l'entendre dire, mais ouais, grave. Tu t'étais fait la réflexion déjà? Non. Pas du tout. Écoute, c'est vrai que j'ai vécu... je suis plus vieille qu'elle, je suis largement plus vieille qu'elle maintenant. Ouais. Je me souviens que le passage à mes 16 ans a été bizarre. 16-17, ça a été chelou parce que c'était mon anniversaire et je me suis dit, putain, j'ai son âge là. Et ça, c'est bizarre. Et tu sais, j'ai passé la majorité et je me suis dit, là, je suis majeure, elle a jamais été majeure et elle le sera jamais. Il y a des petits moments comme ça où je me dis, là, c'est des étapes de la vie où elle les vivra pas, quoi. Ouais. Mais là, pas sympa cette phrase. Merci. C'était pas le but. Non, mais c'est vrai, j'ai vécu plus longtemps sans elle qu'avec elle. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que moi, dans ma tête et dans mon cœur, elle est toujours là, quoi. Donc, physiquement, oui. Dans la vie, oui, mais je pense qu'elle fait toujours partie de moi. Donc... Bon, c'était pas pour être désagréable, évidemment, cette question. Me rappeler mon âge, c'est sympa. Je me serais pas permis. Mais non, mais moi, je sais que ça m'avait fait un choc
de me rendre compte de ça un jour, Ouais. de me dire, wow, c'est vraiment la vie qui avance. Tout à fait. Pour autant, ce qui me marque quand tu nous parles de cette amitié, c'est on a l'impression qu'Audrey est toujours présente. Ouais. C'est un peu pour ça que je le mettais sur la table. Ouais. Comment tu grandis avec cette amitié qui est en fait quelque part toujours présente, pour autant tu vas pas la voir demain. Et au fond, comment tu vois les amitiés aujourd'hui? Alors, comment grandir quand on a perdu son ami? Bon, tu fais avec, hein. Enfin, tu fais sans, du coup. C'est pas évident, parce que c'est une forme d'abandon, mine de rien. Enfin, tu as un gros pilier de ta vie qui disparaît du jour au lendemain. Et c'est très douloureux. Donc, il y a une phase où tu vis avec une douleur assez présente. Et parce qu'il y a aussi tout le processus les différentes étapes du deuil, hein, tu passes par là, hein, évidemment. Donc, c'est pas facile de grandir quand on se pose la question de se dire, mais en fait, si Audrey elle était là, qu'est-ce qu'elle ferait? Déjà son métier. Elle adorait les enfants, elle avait fait des stages en crèche. Est-ce qu'elle serait en crèche maintenant? Enfin, tu vois. Donc, il y a très souvent, tu regardes derrière, tu regardes beaucoup le passé, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était là? Et en même temps, tu vis ta vie, hein, parce que toi, ta vie, elle s'est pas arrêtée et qu'il faut qu'elle continue. Donc il y a cette motivation à vivre aussi qui apparaît. Enfin, moi, je sais que paradoxalement, sa mort m'a donné encore plus envie de vivre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je voulais vivre pour moi, mais aussi pour elle. Je me souviens qu'à la préparation, tu m'avais demandé si ça me mettait la pression. Ça m'a pas tant mis la pression parce que je voulais faire ça pour elle et que quand j'étais très triste, je vivais ma tristesse parce que mine de rien, je vivais un truc qu'elle ne vivait pas. Donc en fait, ça m'a donné une certaine force. Ça a fait relativiser sur beaucoup de choses. Néanmoins, je sais qu'en amitié, et je pense qu'il n'y a pas que ça, mais je pense que son décès a beaucoup joué là-dedans, c'est que je donne 100% de ma personne aux gens. Je travaille dessus pour essayer de donner peut-être 80% plutôt que 100%. Mais je sais que je peux être très dévouée en amitié, que je donne beaucoup de mon temps, de ma personne, je rends beaucoup service. Enfin, je sais que je peux être très démonstrative en amitié et même dans mes relations en général. Mais je me dis, en fait, je veux pas regretter de pas avoir été là pour une personne, comme, mine de rien, j'ai pas été là quand elle avait voulu que je vienne la voir au cheval. Je veux pas regretter et me dire, punaise, mais en fait, j'aurais dû dire ça avant qu'elle s'en aille. Oui. Donc je sais que je peux verbaliser beaucoup de choses aussi en amitié. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis. Quand je suis fière d'une personne, je lui dis. Enfin, je sais que j'essaye d'être la plus transparente possible, autant dans le positif que dans le négatif. Mais parce que j'ai pas envie de regretter derrière de pas avoir dit un truc, de pas avoir fait un truc pour la personne. Même si cette amitié, elle doit se finir sur une embrouille, je sais que jamais j'ai de regrets quand les chemins se séparent. T'as besoin de dire pendant que tu peux le faire. Exactement. Ok. T'as évoqué des suivis que tu as fait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que t'as parlé d'Audrey dans tes suivis? J'ai jamais parlé d'Audrey. Tu savais que j'allais te reposer cette question. Oui. En fait, à ce moment, quand j'ai fait, je pense qu'en cumulé, j'ai dû faire 1 an et demi de thérapie. La première fois que je suis allée voir une psy à l'époque, c'était il y a pas si longtemps. J'étais encore en école d'ingé et en fait, juste avant, j'ai eu le décès de mes 2 grands-parents. Donc encore des sujets très fun, hein, vraiment. Mais j'ai eu le décès de mes 2 grands-parents à quelques mois d'intervalle. Et c'était une période où j'avais un peu un tournant dans ma vie. Enfin, je rentrais en école d'ingé, sauf que moi, à la base, je voulais être vétérinaire, donc pas évident. C'est super d'être ingénieur, hein, mais quand on veut être vétérinaire, il faut faire un petit switch dans le cerveau. Donc j'ai eu une période où je rentre en école d'ingé, je sais pas du tout où je mets les pieds parce que ça m'a jamais vraiment intéressée. Mes grands-parents décèdent, c'est chaotique avec mon paternel, et je me dis ok, là c'est la merde. Là il va falloir qu'on m'aide à mettre de l'ordre dans mes idées, à réfléchir, à savoir où je vais,
etc. Et donc, je suis allée voir cette psy pour lui dire je sais plus. Alors là, je sais plus comment gérer les situations. Il y a trop de bazar partout. Et donc, en fait, elle m'avait expliqué à l'époque, ça n'a rien à voir, mais elle m'avait expliqué que je faisais le deuil de beaucoup de choses. Et que, du coup, quand on entame plusieurs deuils d'une relation avec un père, d'une relation avec une famille, d'une vocation et de personnes qui décèdent, c'est compliqué. Et en fait, moi, le thème de mes thérapies, ça a toujours été la relation avec mon père. Okay. Un peu ma mère aussi, mais surtout relation avec mon père. Et le sujet du décès d'Audrey n'est jamais arrivé sur la table. Parce que j'étais, je pense, trop focus sur l'instant où j'avais un problème, il me fallait une solution, parce que je suis très cartésienne à ce niveau-là. Si j'ai un problème, il faut une solution. Et si j'arrive pas à la trouver moi-même, je demande de l'aide. Donc là, mon problème, c'était mon père qui me faisait chier, globalement. Et donc, j'avais besoin de me détacher de cette personne-là pour avancer. Et en fait, le décès d'Audrey ne m'a jamais empêché d'avancer. Okay. Encore une fois, c'est pas une casserole, c'est une blessure, c'est une petite douleur qui est là un peu tout le temps. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Donc, j'ai jamais, je pense, ressenti le besoin d'en parler, en tout cas en thérapie. Et en fait, c'est aussi un sujet que j'aborde pas de manière générale avec les gens quand je leur parle de ma vie. Je pense que c'est d'une part parce que c'est un truc que je traîne depuis longtemps et tu sais, je vis avec et c'est un peu mon petit jardin secret, mon petit coin à moi. Et aussi parce que en fait, les gens ils savent pas comment réagir. Enfin, c'est pas une situation habituelle entre guillemets parce que finalement un divorce il y a quasiment 70% de la planète qui a dû vivre un divorce de près ou de loin. Mais j'avoue que le décès d'une amie quand t'es enfant, les gens savent pas trop comment réagir et donc s'ensuit des secondes de malaise qui peuvent paraître des heures. Bon, je préfère m'épargner ça, quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi, à part à ma mère et à mon frère parce que ils l'ont vécu avec moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aborde très souvent. Sauf quand on me demande il veut dire quoi ton tatouage Le fameux. Et là, je lui dis t'as posé la question, tu vas être mal à l'aise, j'espère que t'es prêt. Ou prête d'ailleurs. Et ça loupe pas, hein, les gens sont très mal à l'aise. Évidemment. Je suis là, non mais t'inquiète, c'est pas grave. Alors qu'en vrai, c'est un peu grave. Mais j'étais là en mode ok, on change de sujet, on va parler de la météo ou n'importe, mais. C'est vrai que c'est compliqué parfois de répondre sur la signification des tatouages et de soi-même devoir dire à la personne c'est pas grave. Alors que si, puisque en plus si on se les fait tatouer, c'est qu'a priori c'est important pour nous. Ouais. Mais comme les gens sont mal à l'aise, comme tu dis, on a envie de les rassurer. Du coup, on parle même plus du tatouage. Parle pas en fait. Du sujet, ouais. Tu disais, c'est marrant parce que j'avais pas fait ce lien-là à la préparation. Du coup, tu peux pas te préparer. J'ai fait des surprises parfois. Tu peux pas te préparer à la prochaine question. T'as dit, je donne 100% de moi en amitié, mais j'aimerais donner 80%. J'essaie de travailler sur le sujet. Pour autant, tu nous as dit, peut-être que le fait que tu donnes 100% est lié à ce que tu as vécu avec Audrey. Ouais. Est-ce que là, il n'y a pas un sujet finalement à creuser? Tu m'incites à aller voir une psychologue, c'est ça que tu es en train de faire? J'ai des actions chez les psys, effectivement. Écoute, il y a peut-être un sujet à creuser. Néanmoins, je pense que le cœur du sujet n'est pas forcément le sujet Audrey. Okay. C'est un sujet que j'ai quand même abordé dans mes thérapies, très récentes d'ailleurs. En fait, il y a le décès d'Audrey qui est un certain traumatisme, mais en fait, il était noyé dans toute une série de mierdas, quoi, notamment liées au divorce des parents, encore une fois, et au père qui ne joue pas son rôle de père globalement. Et en fait, je pense que j'ai grandi en n'ayant pas beaucoup confiance en moi, en doutant beaucoup de ma valeur. Et en fait, c'est lié à plein de choses. T'as la blessure de l'abandon, t'as le problème de confiance en soi, t'as je vaux pas assez, je suis pas assez, etc. Mais ça, c'est vraiment un tout. Et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment très personnel. Je pense que le plus important pour moi, c'est juste d'avoir mis le doigt sur ce problème de confiance en soi, mis le doigt sur ce problème de j'ai pas assez de valeur,
et essayer de régler ce problème-là sans forcément aller creuser toutes les tombes qu'on a derrière nous, tu vois, et enlever toutes les casseroles. Ok. On a des casseroles, on a des trucs pas cool qui nous sont arrivés, mais à date, moi, je sais que j'ai eu des problèmes de confiance en moi, des problèmes de blessures de l'abandon, etc. Et en fait, j'ai un problème, j'ai besoin d'une solution. La solution, c'est quoi ? C'est faire des exercices X ou Y. Enfin, tu vois, moi, ma psy, elle m'a dit mais juste dites-vous des mots gentils parfois. Enfin, vous n'êtes pas très sympa avec vous-même. Du coup, elle me dit mais parlez-vous comme si vous étiez votre ami. Parce que vous dites des trucs super sympas à vos amis, mais vous descendez plus bas que terre. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une dynamique différente et se dire qu'on est hyper cool, qu'on est hyper gentil, qu'on est hyper drôle, qu'on est hyper intelligent. Enfin, voilà. Donc, apprendre à se dire des mots gentils, c'est pas mal. Donc, en fait, moi, je me concentre plus sur le problème et la solution que la cause, en réalité. Ok. C'est intéressant. Quelques années plus tard, comment tu vois toute cette situation, tout ce passage de vie? Je le vois avec un peu de tristesse, parce que c'est un événement triste et douloureux. Mais je suis assez apaisée par rapport à ça. Je dis assez parce qu'il y a toujours le petit pic. Enfin, je pense que toi, tu le sais aussi. Quand tu perds un être cher, c'est toujours triste. Et tu seras, mine de rien, toujours triste. Donc, je suis assez apaisée par rapport à ça. Je trouve que c'est bien d'en parler. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, parce que ça fait du bien d'en parler de temps en temps et de faire des petites piqûres de rappel. Mais globalement, je suis assez sereine, j'ai encore beaucoup d'amour pour cette personne. Enfin, tu l'as dit toi-même, ça fait comme si elle était encore là. Je l'aime toujours autant. Elle fait partie de moi et elle m'aide à grandir aussi. Enfin, mine de rien, cet épisode était vraiment pas rigolo. Il l'est toujours pas, mais il fait partie de mon histoire et il fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Donc je peux pas le renier et je peux pas faire autrement en fait. Donc voilà. Si on te proposait, si tu avais la possibilité de garder la vie que tu as aujourd'hui en ayant vécu le décès d'Audrey, ou de prendre l'autre vie qui est, en fait, Audrey, elle décède pas. Ouais. On sait pas ce que ça aurait donné du coup. Est-ce que tu sais quel choix tu ferais? C'est un choix hyper difficile. Malgré tout, je pense que je choisirais la vie où elle est encore là. Ok. Parce que c'est super, hein, les épreuves qui te forgent et qui te font grandir et qui te rendent fort, mais bon, j'avoue que je suis assez curieuse de savoir comment la vie serait si elle était encore là. Non pas que je renie que je renie la vie que j'ai là et que je l'aime pas, hein. J'aime ma vie, j'aime autant les douleurs que les joies, mais elle était tellement importante et elle l'est toujours tellement que je me dis ouais, peut-être qu'une vie avec elle, ça aurait pu être cool aussi. Ok. Donc, ouais, non, en fait, comme cette épreuve, enfin, je sais pas, enfin, comme rien n'était de mon ressort, c'est-à-dire que tout a été tellement violent et enfin, j'ai perdu une personne quand même, enfin, c'est une personne. Moi, dans le meilleur des mondes, enfin, ma famille, elle meurt pas, mes potes, ils meurent pas, enfin, vraiment, ouf. Donc non, je pense que j'aimerais bien, j'aurais peut-être kiffé avoir une vie où elle était là. Mais c'est une vie où d'autres personnes n'auraient pas été là. Enfin, tu vois, Oui, bien sûr. mine de rien, choisir une vie ou une autre, tu finis toujours par perdre quelqu'un que t'aimes parce que c'est ça la vie aussi, tu vois. Donc, mais si j'avais pu profiter un peu plus longtemps avec elle, je pense que j'aurais pris ce temps-là. Tu vois, en off tout à l'heure, juste avant de lancer l'enregistrement, je t'ai dit, je sais pas si je te poserai cette question, Ouais, mais je t'ai dit aussi que, à mon avis, je vais de plus en plus la poser. ouais, Tu viens de me convaincre de la poser à chaque fois, parce que j'avais une idée comme quoi les gens, en général, me diraient qu'ils préfèrent leur vie d'aujourd'hui. Parce que choisir l'autre, qui est hypothétique, ça veut dire perdre potentiellement tout ce qu'on connaît. Et j'étais persuadé que les gens, en général, prendraient celles qu'ils connaissent. Ah, Et du coup, j'ai fait des enregistrements il y a 2 jours. ouais, Il y a quelqu'un qui est en... Je sais pas si l'épisode sera déjà sorti ou pas,
mais Martine, qui est en fauteuil roulant depuis 33 ans suite à un accident, Ouais. elle changerait pour rien au monde sa vie, tu vois. Ok. Et du coup, moi, je changerais pas non plus. Mhm. Et c'est pour ça que j'avais cette croyance. Et du coup, tu viens de me la Eh ben, casser. je suis Donc ravie de casser tes croyances. Exactement. Donc je me dis que je vais la poser à chaque fois maintenant. Bah, c'est une question qui est hyper intéressante déjà parce qu'on se la pose pas forcément. Moi, j'avoue que c'est pas une question que je me pose tous les matins en me réveillant, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on puisse choisir sa vie qu'on a maintenant. Là, tu vois, tu m'aurais posé la question vis-à-vis du divorce de mes parents, du décès de mes grands-parents. Je t'aurais dit, bah non, je pense que je garderais cette vie-là. Par rapport à Audrey, c'est pas pareil. Elle est spéciale. Cette épreuve-là, elle est spéciale et je pense qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Après, aucune épreuve douloureuse n'est nécessaire. Mais je dois avouer que ouais, une vie avec elle, ça aurait pu être cool. Et je pense que là, si par l'opération de je ne sais quel miracle, on me dit ok, soit tu gardes ta vie là, soit tu décides de plonger dans l'inconnu et de voir ce que ça donne si elle est encore là. Je serais trop curieuse de voir ce que ça donne si elle avait été encore là. Hyper intéressant. Je vais donc vraiment poser cette question à tout le monde. C'est définitif, ça sera de ta faute. Et bah, je suis ravie. Voilà. J'attends les remerciements des prochaines personnes. Est-ce qu'il y a des ressources X ou Y qui t'ont aidé sur l'après ? Pour l'après, j'ai pas particulièrement de livres, de podcasts. Enfin, il y avait même pas de podcast à l'époque. Qu'est-ce que je raconte ? Je pense pas, ouais. D'émissions de radio. de livres. Je me suis pas reposée sur grand chose à part. Enfin, si, je sais que j'ai toujours adoré la musique. Et en fait, la musique, ça aide. C'est un peu une forme de thérapie parce que y a des gens qui chantent des choses. Je sais pas s'ils les ont vécues ou pas, hein. Mais il y a des gens qui chantent des choses et qui font du bien parfois. Et je sais que moi, quand j'allais pas bien, je mettais mon casque avec mon Walkman. J'écoutais des CD. Et en fait, ça permet juste de vivre ses émotions comme on a envie de les vivre. Et vraiment, le cliché de la musique triste quand t'es triste, bon, ça fonctionne très bien. Hein. Enfin, mine de rien, au moins, ça te fait pleurer. Tu pleures pendant quelques minutes et puis après, tu vas te coucher et c'est super. Hein. Ouais. Donc, non, je pense que la musique aide beaucoup à vivre ses émotions. Des émotions qu'on n'est pas toujours soit en cap... Enfin, c'est pas facile, en vrai, de vivre ses émotions. Et on a tendance à beaucoup les cacher au quotidien parce que t'es à l'école, tu vas pas te mettre à pleurer, ou t'es dans un dîner, tu vas pas te mettre à crier. Mine de rien, la musique, ça te laisse quelques minutes où vraiment, si t'as envie de crier, tu cries, si t'as envie de chanter très fort, tu chantes très fort, si t'as envie de pleurer très fort, tu pleures très fort. Et donc, vraiment, moi, ça a été mon médicament. C'est mon médicament de l'âme. C'est joli. On va finir sur cette phrase. Mais de ouf. Je pense que ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Selena, pour ta confiance et de m'avoir contacté, puisque tu es une de mes fidèles auditrices. On en rigole à chaque fois. Oui, c'est vrai. Et c'est toi qui m'as dit, tiens, j'ai peut-être une histoire à te raconter. Donc, merci de cette confiance et de nous avoir partagé ton histoire. Un grand merci à toi de m'avoir accueilli et merci pour l'écoute. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.